Salut, bienvenue sur la chaîne YouTube de Choupo Online pour ce nouvel épisode Prévention des conflits en milieu associatif. Alors pourquoi je vous parle de ce sujet? Tout simplement, je suis Associative Angel, c'est-à-dire que j'aide les associations dans leur développement via la communication, via un accompagnement, via la formation, et que cet article est depuis sa mise en ligne sur le blog de Choupo Online celui qui est le plus lu. Donc, de toute évidence, c'est un sujet très pointu, c'est quelque chose qui concerne malheureusement beaucoup d'associations. Donc, j'avais très à cœur de vous en parler et de vous donner quelques astuces pour éviter tous ces conflits. Quel va être le sommaire de ce chapitre? D'abord, nous allons parler de la guerre des frites. Ça, c'est une expression à moi, vous allez avoir des détails. Un peu de vocabulaire, également les points de ralliement qui sont importants, l'organisation préventive, c'est le cœur du sujet, et puis l'esprit d'équipe. Donc moi, vraiment, ce que je voulais vous mettre en exergue aujourd'hui, c'est que comme pour tout groupe, la prévention des conflits en association passe surtout par une organisation qui est ciblée et consentie. Donc, le but de cet épisode, c'est de vous présenter des cas concrets de problèmes réellement rencontrés au cours des accompagnements. Moi, ce que j'espère, c'est que les pistes de solutions qui vous sont proposées vous inspireront pour vous éviter de provoquer des situations conflictuelles dans votre association. Et par-delà les exemples, ce que je veux, c'est que vous reteniez de l'état d'esprit qui mène à l'apaisement. C'est tout un ensemble. Ce n'est pas tout de régler les problèmes, il faut aussi les éviter et avoir une construction globale qui permet une situation plus stable et surtout plus sereine. Alors, commençons par la guerre des frites. Oh ouais, ça, c'est mon expression. Je vous demande d'imaginer une situation. On va sortir du contexte associatif et imaginez un enfant, un charmant petit chérubin, qui mange des frites avec ses mains, toutes barbouillées de ketchup. Vous voyez bien la photo. Hein. Je pense que je vous évite le gamin. Je pense que les frites et le ketchup, ça va suffire. Et puis, les deux parents se disputent. D'un côté, le père qui voudrait que cet enfant apprenne les bonnes manières et mange proprement. Et de l'autre côté, la mère qui voudrait que le repas soit un moment de plaisir, sans contrainte. Tous les deux veulent une seule et même chose, le bonheur de l'enfant. Vous êtes d'accord? Puis, bien sûr, on ne divorce pas pour une poignée de frites. Bon, à voir. Donc, ils vont sûrement finir par se mettre d'accord pour désamorcer les conflits. Par exemple, toi, tu gères le rangement de la chambre et moi, je m'occupe des repas. OK? C'est un peu ça, le principe. Donc, moi, ce que je vous demande, c'est de vous rappeler de cette scène à chaque fois que la tension va monter dans votre association. C'est pour ça que je l'ai appelé la guerre des frites. C'est pour qu'il y ait un point repère facile à retenir. Le but, c'est qu'elle vous permette de prendre du recul avant de claquer la porte et éventuellement un autre bénévole. D'accord? On prend du recul et on se rappelle pourquoi on est là. Qu'est-ce qu'on veut vraiment? Est-ce que c'est la méthode ou c'est l'objectif qui est important? Voyons un petit peu la suite. Par exemple, les différentes causes de conflit. Globalement, tout le monde a notion de ce qu'est un conflit, mais il y a des nuances qui se cachent évidemment derrière tout ce terme-là. Donc, voici un petit rappel succinct des différents types de situations conflictuelles. Par exemple, on peut avoir un conflit d'idées. Ça veut dire que l'un, par exemple, dans l'association, va vouloir que les entrées de l'exposition soient gratuites, alors que l'autre voudrait que ce soit payant pour les visiteurs. On n'a pas la même idée. Ça peut être aussi un conflit de valeurs. Par exemple, être pour ou contre l'avortement ou être pour ou contre le mariage pour tous. Ça, ce sont des valeurs. Okay. Un conflit d'intérêts, là, il y a toujours sous-entendu une question financière ou une question de pouvoir. On va bien au-delà de ce qui est représenté, souvent. Un conflit de personnalité, ça, très clairement, c'est quand vous dites « je ne peux pas le sentir, je l'ai dans le pif », voilà. Généralement, ce sont plus des problèmes de savoir-être et de savoir-vivre. Et puis, ça s'entrechoque avec l'éducation, on n'a pas tous la même. Les deux cumulés avec un petit peu de susceptibilité et une grosse poudre d'ego, généralement, ça tourne vite mal. C'est un peu compliqué.
je trouve même que c'est les cas les plus compliqués à gérer. Ensuite, bon, ça concerne moins directement les associations, quoique ça dépend de ce qu'on met réellement dans les termes de ressources et de territoire. Pour une association, ça pourrait être tout simplement le partage d'un local. C'est un territoire, d'accord, même si ce n'est pas une guerre internationale. Ou la répartition de ressources, ça peut être le partage d'une collecte de matériel. Voilà, ce n'est pas un problème de pétrole ou d'eau, hein, mais ça revient au même. Les enjeux ne sont pas les mêmes, mais pour vous, votre conflit, il est 100% embêtant quand même. Donc, en ce qui concerne ce dossier, nous évoquerons surtout la prévention des conflits interpersonnels. Donc, c'est plutôt les 4 parties supérieures. Mais derrière l'explication apparente se cache souvent une raison qui est plus profonde, souvent inavouable et généralement inconsciente. On va se battre pour la salle, mais ce n'est pas la salle vraiment qui compte, ce n'est pas le plus important. Par principe, donc non plus, ici dans cet exemple d'aujourd'hui, je ne parlerai pas de procédure judiciaire avec une réclamation officielle auprès d'un service de conciliation spécialisé en règlement des litiges. Ce n'est pas mon truc, d'accord, ce n'est pas l'objet. Si un jour je dois faire un article là-dessus, je pense que je demanderai un spécialiste, un professionnel qui nous fera ça aux petits oignons. Moi, ce n'est pas mon but. Moi, ce que je pense, franchement, c'est qu'entre personnes de bonne volonté, vous ne devriez pas arriver à un niveau de conflit qui justifie une médiation civile et qui demande de parvenir à un accord amiable suite à une négociation. Là, on part sur des délires pour ma part, d'accord? Je pense qu'on est tous des gens normalement civilisés, normalement de bonne volonté, puisqu'on est dans une association. Et de toute façon, s'il y a un tel manque de cohésion au sein d'une équipe, je pense que ça annonce la fin d'un projet commun. Le rôle du manager et des autres collaborateurs, hiérarchiques ou pas, est de regarder, de garder l'impartialité pour anticiper avant que le conflit éclate. Désamorcer une situation agressive signifie que la confrontation est déjà installée. Et moi, je ne veux pas que vous arriviez là, parce que ça veut dire que la limite, elle est déjà dépassée et que la frustration, elle a été trop forte. D'accord? Régler le problème, certes, mais éviter le problème, c'est mieux. Alors, quels vont être les points de ralliement au sein d'une association? Moi, je considère que c'est un peu comme une grande famille, d'accord? Et donc, chacun vient avec son caractère, son éducation ou pas, son expérience, les valeurs de son milieu et de sa génération. C'est sûr que la présence de personnalités difficiles comme des manipulateurs va se cumuler avec les mélanges socioculturels et les profils psychosociaux. Hein, ça fait vite une grosse bouillie tout ça. La vie associative peut alors vite générer des tensions au sein de l'équipe. Et rappelez-vous, on a déjà évoqué le cas d'une relation toxique dans le monde associatif. Je vais vous mettre les liens par rapport à ça. Vous pourrez retrouver des exemples bien détaillés. Mais bon, quand même, on prend du recul et on se rappelle que tous les membres de l'association ont un point commun. C'est l'objet même de l'association, c'est-à-dire la cause pour laquelle chacun s'est engagé. On est tous là pour ça. Donc, vous l'avez peut-être constaté autour de vous, un conflit matériel qui est mal géré tourne rapidement en conflit personnel. Il m'a dit que, et puis moi j'ai répondu, puis blabla, puis tu te rends compte, bref, l'horreur. C'est simple, hein. On le vit à titre perso aussi, c'est que quand les mots et parfois les actes dérapent, les conséquences prennent des proportions excessives et durables. C'est dur de revenir là-dessus. Et j'ai assisté à une scène comme ça, il y a 2 bénévoles se sont mis sur la figure, il n'y a pas d'autre mot. Ça s'est arrêté que quand il y en a un qui est parti, quoi. Voilà, ça a mis fin au bénévolat d'une des personnes qui pourtant était particulièrement impliquée. Mais voilà, elles n'ont pas su gérer, elles n'ont pas voulu non plus gérer ce conflit et revenir là-dessus. Voilà, donc une bonne raison de se mettre d'accord et surtout d'anticiper pour éviter toute situation agressive. Il serait dommage, on est bien d'accord,
que le projet associatif soit abandonné à cause de conflits et de tensions à répétition. Exactement comme le cas là de ce bénévole parti parce que ça avait été trop loin avec une autre bénévole inutilement. Donc, ce qui est important, c'est de toujours revenir au point de départ, parce que c'est ce que j'appelle la cause défendue. Quelle que soit l'association, il faut vraiment vous souvenir de 2 points essentiels et les répéter comme des mantras dans chaque moment de la vie associative. C'est que 1, l'objet de l'association. Pourquoi vous êtes là? Ça peut être animer le quartier, ça peut être sauver les animaux, collectionner les timbres. On est ensemble pour ce but commun. Tout le reste n'est que détail et vanité. Le deuxième point essentiel, c'est le plaisir du bénévole, parce que être bénévole, c'est ni une obligation, ni un sacerdoce. D'accord? Donc, les autres bénévoles n'ont pas à avoir des exigences, la direction de l'association non plus. Il faut absolument qu'il y ait un contexte de bienfaisance au sens premier du terme. Tout le monde doit se faire plaisir dans sa mission selon des procédures participatives pleines d'empathie. C'est vraiment important de vous rappeler ça à chaque fois que quelque chose vous embête, que quelque chose vous dérange, que quelque chose vous déplaît. Rappelez-vous pourquoi vous êtes là et que les autres, en particulier, ou vous d'ailleurs, vous n'êtes pas obligé d'être là. Le dernier point, c'est les représentations élues. C'est qui le chef? Voilà, c'est ça la question. Parce que rappelons que le président et les autres membres du bureau ne sont que les représentants des adhérents, que les représentants élus, que la gestion de l'équipe associative leur est confiée, mais chacun est responsable de l'ambiance qu'il véhicule par son attitude. Si vous êtes désagréable, ce n'est pas de la faute au président, par exemple, s'il y a une mauvaise ambiance. Si vous ne participez pas à la vie collective, le président ou le trésorier, ou peu importe, peut organiser autant de moments de convivialité possible. S'il n'y a personne qui vient, il n'y a personne qui vient. Donc, être élu ou fondateur, ça ne leur donne pas non plus les pleins pouvoirs. D'accord? Ils ne peuvent pas tout, mais ils n'ont pas non plus le pouvoir absolu. Ils ont juste un devoir de médiation. Là, on revient sur le sujet des conflits. Ils ont le devoir de médiation. C'est-à-dire que leur rôle de manager va être important aussi pour la prévention des conflits. Alors, bien sûr, les décisions sont prises par l'ensemble du groupe, mais elles doivent être mises en œuvre par les dirigeants de l'association. Ils sont élus pour ça, même si la décision leur déplaît et qu'ils y sont opposés. C'est le principe. On élit, ils représentent et ils appliquent ce qui a été décidé par le groupe. C'est le principe même de la démocratie. C'est la majorité qui décide. Et dans ce cas, les désaccords et les insatisfactions, j'ai réussi à le dire, peuvent entraîner des conflits beaucoup plus profonds. Alors, le bon sens voudrait aussi que les conseils et les avis des personnes compétentes aient plus de poids que ceux qui ont du caractère ou de l'autorité, mais pas forcément d'expérience. Je suis sûre que là, vous évoquez dans vos têtes, dans vos souvenirs, des situations où ça ne se passe pas toujours comme ça. Moi, je l'ai vu plein de fois. Un vrai travail d'équipe se construit, et de qualité surtout, se construit sur des relations positives et une communication non violente, voire bienveillante. Mais ce n'est pas la réalité des relations interpersonnelles. Ça ne garantit pas du tout cette logique de compétence. On est d'accord, on l'a vu, on l'a tous vu. Souvent, les émotions et les égos mal placés provoquent des conflits d'intérêts. Rappelez-vous tout à l'heure, des conflits d'intérêts, pouvoir, finance. Dans le pouvoir, il y a l'ego, il y a la compétence. Donc, restez vigilant vis-à-vis d'éventuels abus de confiance, même en milieu associatif. Là aussi, je vais vous mettre le lien pour vous donner plus d'informations à ce sujet-là. Alors, voyons maintenant quelques pistes d'organisation pour la prévention. Hop, je vais un tout petit peu trop loin. Voilà. Parce que là, ça va être chaque détail qui compte. Donc, ne négligez aucun petit geste qui ont l'air de rien, mais qui font toujours plaisir.
Ajoutez autant de paroles remplies de bonnes ondes dont vous trouverez l'inspiration. Et puis, mettez en place les principes que je vais vous expliquer. D'abord, bien définir l'objet et les valeurs de l'association. Une gestion de l'association, la prévention des conflits nécessite de se poser les vraies questions. C'est comment on va faire ça, avec quels moyens on va le faire, pour qui on va le faire et avec qui on va le faire. Alors, je vous explique par exemple un cas que j'ai rencontré pendant un coaching personnalisé. Donc, il y avait un gros conflit, une association qui voulait... Le point de départ, c'était on veut animer le quartier. OK. Ça, c'était leur projet. Ça, c'était le résumé de leur projet. Ce qui compte, c'est tout ce qu'il y a derrière. Et justement, derrière, ils n'avaient rien noté. Ils n'avaient rien établi. Donc, ça a mal tourné. Certains voulaient faire des animations gratuites avec les moyens du bord. Bricole, récup et tout ça. Mais, soyons clairs, tout le monde n'a pas le cœur à les quémander auprès du public, des commerçants, des entreprises. Donc, d'autres bénévoles, eux, voulaient organiser des ateliers dans des situations confortables, avec une garantie sur la qualité et la quantité des fournitures. Ce qui supposait forcément un atelier payant. Et voilà, du coup, des questions supplémentaires. Parce que ça, forcément, il y a de l'argent qui est en cause. Et dès que l'argent est en cause, les tensions peuvent gâcher les bonnes intentions initiales. C'est exactement le même état d'esprit qu'un contrat de mariage. Ça ne sert qu'en cas de désaccord ou de séparation. Mais il faut, dans le cas d'ateliers payants, par exemple, au sein d'une association, anticiper, se mettre d'accord avant de monter le projet, pendant qu'on monte le projet, et surtout avant que la situation s'envenime. Il faut être d'accord avant. Donc, par exemple, ça va être pour animer un quartier. Est-ce que ça va être des ateliers animés par un bénévole ou par un professionnel? Est-ce que le bénévole sera dédommagé ou pas? Et si oui, il va être dédommagé à quel sujet? Le matériel fourni, le carburant de ses déplacements, et ainsi de suite. Il faut poser toutes les questions. Donc, il faut en discuter le plus longuement possible entre vous pour voir où ça peut coincer plus tard. Et alors, là aussi, après, il va falloir décider, c'est pas tout de se dire comment on va gagner l'argent, parce qu'il faut aussi savoir ce qu'on va en faire. Parce que vous pensez bien que s'il est difficile de trouver un consensus sur la façon de gagner l'argent, il est encore plus compliqué de trouver un accord pour déterminer comment le gérer. Et entre autres, la question fondamentale concerne le choix entre investissement et économie. Là aussi, on va jouer sur les personnalités et sur l'éducation. Par exemple, on peut décider de constituer une petite réserve pour payer les charges fixes et les fournisseurs qui ne font pas crédit lors d'une grosse manifestation. Par exemple, si un petit producteur local pourra vous faire confiance pour une caisse de vin, en revanche, le supermarché ne vous fera pas crédit pour 150 assiettes en carton et un caddie de Coca-Cola. C'est mort. Donc là, il vous faut de la réserve financière. Ça peut être aussi décider que cet argent va vous être investi pour un gros équipement. Une friteuse industrielle, un vidéoprojecteur. Vous voyez, on est toujours dans ce projet d'animer un quartier, mais avec des visées tellement différentes. On peut aussi choisir d'offrir aux adhérents une animation exceptionnelle et gratuite pour eux, mais pas pour l'association qui, évidemment, devra payer les fournisseurs de la prestation, de sortie, un spectacle, un repas, ainsi de suite. Donc, pour limiter les conflits, il est vraiment indispensable de bien poser ses fondements avant toute action. D'être d'accord, ça demande une volonté de conciliation en amont, avant la mise en œuvre. Ouais, il va y avoir un vrai travail de préparation et de réunion et de réflexion et de discussion. Carte sur table. Lâchez-vous. Alors, être une équipe, bah oui, ça va mieux quand on se définit. C'est pas être une équipe, c'est se définir comme être une équipe. Puisque le sentiment d'appartenance est une des motivations les plus fortes pour constituer une équipe. On l'a vu dans d'autres épisodes. Donc, appuyez-vous sur ce besoin humain fondamental de manière permanente.
pensez toujours être une équipe, se sentir appartenir à une équipe. Le premier point qui va être important, c'est la communication, aussi bien interne, externe, mais surtout humaine. Donc, par exemple, je vous donne un exemple. C'est une de mes amies qui va bientôt claquer la porte de son association culturelle. Je crois qu'ils n'en sont pas conscients, mais vu tout ce qu'elle me raconte, je sais que ça ne va pas tarder. Parce qu'en fait, elle en a carrément marre de la grande improvisation à chaque atelier. On en revient aux ateliers comme tout à l'heure. À la base, elles sont 2 bénévoles à prendre les inscriptions. Cool, on se partage le travail, sauf que la source de conflit niche dans le manque de concertation et le non-suivi du nombre de places disponibles. On leur a dit qu'il y avait 15 places disponibles, donc elles prennent des réservations toutes les 2 pour 15 gamins. Donc, au final, il y a une seule bénévole, c'est ma copine, comme par hasard, qui s'est retrouvée la dernière fois à gérer 16 enfants pendant un atelier qui était prévu pour 10. Et c'est évident qu'une telle situation de crise ne peut que générer des conflits. Imaginez le stress qu'elle avait. Et la conséquence à long terme, c'est une situation de fragilité pour l'association, parce qu'il ne tient pas compte de ces alertes et qui ignore l'escalade conflictuelle. Donc, 1 fois, 2 fois, 3 fois, et puis ça va péter. OK. Alors, moi, sur un cas comme ça, ce que je propose comme piste d'amélioration pour éviter les conflits, c'est déjà qu'une seule personne note les réservations. Mais surtout pour 10 places, ce n'est pas non plus un gros travail. Ce n'est pas un spectacle de 3000 personnes. 10 ateliers, 10 places à un atelier. Ou alors, c'est que le nombre de réservations soit partagé entre les personnes. Chacune 5, par exemple. Et puis, s'il y en a une qui a fini d'enregistrer ses 5 places et qu'elle a une demande pour une 6e, soit elle contacte l'autre bénévole, soit elle renvoie la personne qui souhaite s'inscrire vers la 2e bénévole pour gérer. En disant, je ne sais pas s'il reste de la place, voyez avec un tel, ou elle se renseigne pour dire, oui, c'est bon, je peux vous inscrire. Ce n'est pas très compliqué à faire. C'est de l'humain. Et donc, ce qui est évident, c'est qu'à l'ère actuelle, avec les mails, les SMS, les téléphones illimités, il n'y a vraiment aucune excuse pour ne pas s'informer mutuellement des dernières inscriptions, surtout sur un si petit effectif. De dire, ça y est, j'ai réservé, mon groupe de 5 est complet, est-ce qu'il te reste de la place? Un SMS de 5 mots, quoi. En plus, il existe des outils collaboratifs qui sont gratuits et simples d'utilisation sur lesquels on peut préciser ça. On peut se partager, chacun a sa connexion et chacun peut dire, voilà, paf, paf, ça y est, j'ai fait mes 5 réservations, j'ai réservé pour un tel, j'ai réservé pour un tel, celui-ci, il a payé, celui-ci, il n'a pas encore payé, ainsi de suite. Ou il y a aussi des systèmes de billetterie en ligne, par exemple Shop Online, où vous pouvez indiquer le nombre de places. C'est simple, quand c'est complet, les gens ne peuvent plus réserver. Et on ne se retrouve pas avec 5 gamins pour un atelier prévu pour 10. 16 gamins pour un atelier prévu pour 10. C'était le problème de ma copine. Le deuxième point important qui solidifie une équipe, c'est le respect. Le respect des travaux des autres. Surtout que les autres, ils ont fait ce travail-là bénévolement. Déjà, ils n'étaient pas obligés de le faire. Alors, si en plus, vous ne respectez pas ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont donné, c'est comme s'ils avaient fait un cadeau, ils ont offert leur temps, et vous ne respectez pas ça. C'est comme si, à votre anniversaire, vous prenez un cadeau, et même pas déballé, vous le mettez à la poubelle. C'est sûr que ça ne va pas plaire. Donc, j'ai le cas d'une autre association dans mon village. Alors, eux, leur grande spécialité, c'est la distribution désordonnée des prospectus. Un sketch, je vous assure. Donc, en réunion, ils conviennent entre eux que le responsable associatif ira chercher les prospectus super beaux, vraiment très très beaux, chez l'imprimeur et qu'il les partagera entre les bénévoles. Et puis ensuite, chacun distribuera dans la zone qui lui a été attribuée, le centre-ville, le centre commercial, tout ça, c'est parfait. S'ils faisaient ça, ça resterait parfait. Mais, c'est là que ça tourne vinaigre, il y a toujours des impatients pour photocopier eux-mêmes, donc en super moche, on est d'accord, certains prospectus. Puis, sans du tout anticiper des conflits que ça peut provoquer, ils les donnent à leurs copains préférés parmi l'équipe de bénévoles
Et là où la situation devient vraiment difficile, c'est quand en plus, ils les distribuent chez leur commerçant favori sans tenir compte de ce qui a été prévu. Alors, cette distribution anarchique, ça provoque des doublons, des oublis et des embrouilles. Ça, c'est clair. Donc, les conflits éclatent régulièrement. J'ai assisté à quelques scènes. Et puis, à force de faire face à des conflits répétitifs, la motivation s'étiole. Hein, j'en connais qui disent « Non, mais c'est bon, je ne vais pas les distribuer, leurs prospectus, on va faire leur photocopie. » Ok, ok, ok. Donc, on ne parle même pas de l'état d'esprit d'équipe qui, de toute évidence, manquait dès le début. Donc, moi, par exemple, pour minimiser des conflits dans une situation pareille, je ne peux que vous dire des choses évidentes comme respecter la répartition des tâches sans prendre le risque de vexer les autres. Eux aussi sont contents d'aider, donc eux aussi, ils ont envie de faire ce qu'on leur a demandé. Ne prenez pas leur travail. Surtout si c'est pour vous plaindre après d'être débordé, d'accord? Chacun sa part de travail. Tenez-vous à ce qui a été convenu, au moins pour cette fois. Il sera toujours possible la prochaine fois de suggérer des modifications, de dire « Ah, tu sais, moi, je vais chez le boulanger 3 fois par jour, matin, midi et soir, parce que je prends mon pain très frais. Pendant que j'y suis, je mets les prospectus. C'est pas la peine de déranger quelqu'un d'autre. » Ok. Mais là, cette fois, on a dit que c'était quelqu'un d'autre qui allait, donc vous le laissez faire. Communiquer. Je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Je me répète parce que je veux vraiment que ça rentre. À l'époque des mails, des SMS, des téléphones illimités, il n'y a aucune excuse pour ne pas s'informer de ce qui a été fait ou pas. C'est-à-dire, attention, j'ai laissé des prospectus à la maison de la presse, c'était pas prévu, mais ne vous embêtez pas à y aller. C'est faisable. C'est possible. Et puis surtout, là, vous voyez ce petit truc blanc, en fait, c'est une gomme. Ouais. Alors, j'ai pas trop su si c'était de la politesse ou de la maturité. Ce qui est évident, c'est qu'il faut savoir assumer vos erreurs. Ça arrive à tout le monde. Hein. Nous ne sommes que des humains. Nous sommes, en tant que bénévoles, tous surbookés. Il y a un moment où ça peut déraper. OK. Eh bien, on assume. Alors, moi, je vous cite l'exemple encore d'une autre association. Là, c'était l'animatrice. Pourtant, c'était pas elle qui était supposée gérer les inscriptions, mais elle annonçait des tarifs très, très fantaisistes aux futurs participants. Bien évidemment, quand ils allaient voir le trésorier ou la présidente qui annonçait les vrais tarifs, le futur adhérent faisait un peu la tête de voir quand c'était le double de ce qu'on lui avait dit, par exemple. Imaginez le malaise pour tout le monde. Et du coup, l'animatrice, elle suppliait la présidente de ne pas la discréditer en faisant payer le prix qu'elle avait annoncé, c'est-à-dire n'importe quoi, et non pas le prix normal. Oula, ça commençait fort. Hein. Imaginez l'injustice au sein de l'association, entre ceux qui auraient payé le prix normal, ceux qui auraient payé moitié ou moins, ou enfin, n'importe quoi. Et donc, en fait, là, dans l'ambiance, c'était tant pis si l'association subissait un manque à gagner. En tout cas, l'ego et l'honneur de l'animatrice étaient saufs. Difficile aussi de dénouer le conflit avec le trésorier. Hein, qui, voilà, lui, 3 adhésions égale 3 fois la somme prévue dans les tarifs. Hein, c'est logique. Et donc, là, la moindre politesse, c'est de ne pas faire subir les conséquences aux autres. Et en tout cas, pas à votre association. Vous avez le droit de vous tromper, mais c'est à vous d'assumer. Alors, dans ce cas-là, moi, je vous propose quelques pistes pour ne pas être au centre d'un conflit financier. C'est d'abord rester prudent en annonçant des prix environ, surtout si ce n'est pas vous qui gérez ça. Vous ne savez pas, vous dites « je ne sais pas ». Voyez avec telle personne, très poliment, hein. Vous dites « elle vous dira mieux que moi ». Ce n'est pas compliqué ça. Après, si vous avez un local, l'association peut aussi avoir un panneau d'affichage le plus clair possible. Je peux vous mettre le lien vers un article pour annoncer les prix. Et puis, si vous vous êtes trompé, malgré tout ça, déjà, vous pouvez vous excuser. C'est déjà un minimum. Et éventuellement, vous pouvez proposer de payer la différence dont vous êtes responsable. Puis vous voyez bien si on vous dit, allez, c'est bon pour cette fois, ou si, oui, cette différence pose un vrai problème et que vous devez assumer votre erreur en la payant, en
colmatant le trou que vous venez de faire dans la caisse. Donc, ce qui est évident, c'est que apaiser un conflit de cette sorte-là, si c'est vous qui l'avez provoqué par imprudence, par irrespect, par manque de politesse, apaiser le conflit doit être une priorité pour la pérennité de la collaboration entre l'association et vous en tant qu'animatrice ou que vous en tant que bénévole. Deuxième point extrêmement important pour éviter les conflits en association, c'est de désigner une personne référente. Parce qu'on a déjà vu que la direction de l'association joue un rôle de coordinateur pour gérer l'équipe, mais il est évident qu'une part de ce travail peut facilement être déléguée sur une mission très précise ou ponctuelle, voire les deux, précises et ponctuelles. Donc, désigner une seule personne référente par mission. Chacun a une mission. Parce que le mieux, quand même, pour résoudre les conflits, c'est de ne pas les provoquer. Donc, on a vu l'exemple tout à l'heure de ma copine avec ses adhésions à plusieurs personnes. Moi, ce que je vous conseille, c'est que chaque dossier soit confié à 100% à une personne qui en est responsable. Ce qui ne veut pas dire qu'elle va faire tout le travail de A à Z, hein, d'accord? Mais chacun en réfère à elle, qui va connaître tous les détails et l'état d'avancement du projet. C'est avec une attitude aussi respectueuse des protagonistes qu'on va éviter l'agressivité réciproque. Alors, cette approche est d'autant plus recommandée quand l'équipe associative regroupe des salariés et des bénévoles. Parce que là, même s'ils veulent tous travailler dans l'association, ils ont des contraintes différentes et parfois même opposées. Alors, exemple courant de coordination avec une seule personne, ça va être celui des vides-greniers. Je prends ça parce que quasiment tous, vous allez tous à un moment ou à un autre faire un vide-grenier. Il est évident qu'il faut plusieurs bénévoles pour les affiches, pour noter les réservations, pour prévoir les stands et ainsi de suite. Mais une seule et même personne, c'est qui fait quoi, quand ou comment. Par exemple, le nombre de repas commandés au traiteur. C'est la référente qui sait, même si ce n'est pas elle qui a été négocié le menu, même si ce n'est pas elle qui est allée réserver le traiteur, même si ce n'est pas elle qui va distribuer le jour venu le nombre de repas. Elle sait combien. Parce que le bénévole est venu, qui gère la partie repas, ou le bénévole qui gère la partie réservation est venu lui dire combien il fallait de repas. Le métrage réservé par Madame Indécise qui change d'avis toutes les 3 minutes. Pareil, la référente le sait, même si ce n'est pas elle qui note les inscriptions, même si ce n'est pas elle qui gère le plan. Elle a toutes les informations de tout le monde. Chacun va avoir les informations qui concernent sa partie, mais la personne référente, elle, a la globalité des informations. Par exemple, aller à la mairie pour chercher les clés de la salle. C'est à nouveau la référente qui sait qui y va et quand il y va. Pas forcément elle, ou si, mais en tout cas, elle sait. D'accord? Donc, la référente, elle retient pas, c'est pas forcément elle qui réserve les repas, c'est pas forcément elle qui réserve les métrages de Madame Machin, c'est pas forcément elle qui va chercher les clés, mais elle sait ce qui se passe et elle peut coordonner et se rendre compte qu'il y a un couac, je n'ai personne pour aller chercher les clés et aller à la recherche d'un plan B et ainsi de suite. Alors, la prévention des conflits va passer par la répartition des missions, on vient d'en parler, selon le goût et les compétences de chacun. Ça aussi, c'est extrêmement important. Parce que si on met des personnes en échec, si on met des personnes sur la frustration, forcément, à un moment, ça va péter. Il n'y a pas d'autre mot. Je vous prends un exemple. Le truc affreux, c'est la grande timide qui doit aller réclamer des lots chez chacun des commerçants. Mais elle va être en souffrance. Hein. C'est pas la peine de faire ça. Même si elle va dire oui parce que justement, elle n'a pas osé dire non, à un moment, il va y avoir un conflit. Alors, une personne réservée, elle va pas tout casser, hein, et peut-être qu'elle viendra plus. Vous aurez perdu votre bénévole parce qu'il y avait un conflit larvé, en fait. Ou peut-être que quelqu'un lui reprochera de ne pas être allé chez un tel. Quelqu'un lui reprochera d'avoir ramené qu'un si petit lot parce qu'elle a demandé trop discrètement. Et ça ne le fera pas. Ça n'ira pas. D'accord? Donc, il faut la bonne personne. Ce qui peut être génial, par exemple,
c'est un ado hyper mature qui va animer les réseaux sociaux de l'association, ce qui ne dispense pas d'une formation sérieuse. Hein. Ce n'est pas parce qu'il est ado, ce n'est pas parce qu'il est né avec Internet qu'il maîtrise parfaitement la méthodologie correspondante, par exemple, à Instagram ou à Facebook, ou ainsi de suite. D'accord ? Ces choses-là ne sont pas si innées que ça en a l'air. Hein, c'est intuitif, ce n'est pas inné. Donc, ça peut être bien. Lui, il va se faire plaisir quand il va maîtriser vraiment l'algorithme en particulier. Il va faire des petites publications sympas, il va se faire plaisir et ça va donner une bonne ambiance. Très bien, nickel. D'accord? Donc déjà, une personne référente et la bonne personne pour chacune des missions. Ce qui est aussi, donc là on a vu la coordination, mais aussi c'est la transmission des responsabilités. Ça, c'est un point, mais extrêmement sous-estimé par les associations. J'avoue que même la mienne, on n'est pas 100% exemplaire sur ce cas-là. Il faut vraiment de temps en temps qu'on se pose, moi en tant que présidente, mais vous aussi, et de vous dire, OK, comment on fait ça? C'est-à-dire que la transmission de la responsabilité, c'est un travail à long terme qui va demander beaucoup d'anticipation. Il est donc recommandé de mettre régulièrement par écrit toute une procédure. Par exemple, après chaque grand événement, on fait un bilan avec la fameuse personne référente qui, elle, va formaliser les évolutions depuis la dernière session. On va pouvoir noter, hein, je vous donne à nouveau l'exemple d'un vide-grenier, sans dispute, d'accord, la dimension des tables. Pour savoir le nombre de métrages, combien on peut en mettre dans la salle, la quantité disponible, pour éviter de réserver 50 places quand on n'en a que 40. Le plan de la salle. Donc, après quelques exemples, quelques sessions, on va se dire, ouais, finalement, ce plan-là, c'est mieux. C'est celui, finalement, qu'on adopte à chaque fois. Ah, d'accord, et ben, on le met par écrit. Le nom de la personne à contacter à la mairie. Et ça peut changer. Ça peut être une employée ou un élu qui est parti. Et donc, si on ne remet pas à jour le dossier et qu'on a toujours le numéro de téléphone de la personne ou le nom de la personne qui était là quand on a fait notre premier vide-grenier il y a 15 ans, le jour où quelqu'un va prendre le relais du bénévole, ça ne va pas aller. Ce nouveau bénévole va être en état de stress parce que la moitié des infos sont fausses. Autre exemple, c'est le prix des fournitures à la buvette et les quantités utilisées. D'accord ? Ouais, ok, chaque année, au lieu de se reposer la question, oh, on commande combien de canettes de coca et puis il faut combien de pots de confiture et puis on va faire combien de crêpes. Et bien, d'une année sur l'autre, on note. Alors, évidemment, on arrondit, on s'en fiche que c'était 11 ou 13. Mais on sait qu'il nous faut entre 10 et 15 crêpes. Voilà, ok. C'est pas 3 et c'est pas 100. C'est une quinzaine. Donc, en première intention, cette habitude de noter ce qui a été fait, de noter les procédures, ça va vous permettre d'améliorer l'organisation d'année en année. Et surtout, ce qui va être essentiel, c'est de ne pas perdre une précieuse expérience. Alors, tout simplement, si la personne référente n'est pas disponible, on peut se dire « Ouais, non, mais elle l'a fait l'année dernière, elle a l'habitude, on verra avec elle. » Ben ouais, mais l'année prochaine, on ne sait pas de quoi elle fait demain. D'accord ? Donc, il faut assurer ses arrières. Puis même elle, l'année prochaine, elle peut être malade, elle peut pas être bien dans sa tête. Moi, j'ai eu le cas, une adhérente, une bénévole qui n'était pas bien dans sa tête. Elle a fait des choses un petit peu désordonnées alors qu'elle avait l'habitude de gérer tout de manière super carrée. Ça arrive. On est sur de l'humain. D'accord ? Et puis, cette méthode est efficace pour la prévention des conflits parce que remplacer une bénévole à l'improviste, ça peut vraiment être anxiogène, d'accord ? Ça peut vraiment créer des tensions. Ah oui, mais machine, elle avait l'habitude de faire ça, machin. Eh ben non. Comme ça, on a tout par écrit. La transmission, elle est moins conflictuelle si tout est noté avec précision. On passe sur du factuel. C'est pas machine faisait ça, c'est d'habitude, il faut tant de crêpes. Moi, ce que je vous propose, c'est 5 repères pour prévenir les conflits au sein d'une association. Donc là, on les a vus de manière distincte les uns des autres. Je vous propose une synthèse.
sur les 5 points de vigilance. Parce que malgré toute votre bonne intention, un problème peut survenir. Mais surtout, si c'est le cas, ne laissez pas pourrir la situation. Communiquez en interne pour résoudre au plus vite le conflit. Puis transformez cet accident relationnel en nouvelle force pour votre image de marque. Hein, comment quoi? Tout simplement, vous adoptez une communication de crise positive. Alors évidemment, hein, vous n'allez pas évoquer les chicaneries interpersonnelles, mais vous allez présenter la solution que finalement vous avez mis en place comme un avantage pour les adhérents ou le public. Là, en termes de communication, on est sur le choix des mots. Alors, voici les 5 points de vigilance pour prévenir un conflit. 1, on se rappelle, le premier point que nous avons vu, c'est le rappel du projet et des valeurs communes. 2, nommer un responsable d'équipe et de projet. 3, formaliser tous les détails financiers. Plus vous irez dans le détail et moins vous aurez de conflits. Prévoyez la transmission de l'expérience et absolument indispensable. Une communication interne, multidirectionnelle, c'est parce que ça va vers le coordinateur, vers la direction, vers les équipes qui sont sur le terrain et surtout en temps réel. C'est « Allô, ça y est, j'ai réservé toutes mes places, je n'en ai plus de disponibles ». C'est « Au secours, le traiteur nous pose un lapin, il faut en trouver un ». Ces 5 points de vigilance, normalement, devraient éviter les conflits du quotidien d'une association où tout le monde vient avec un bon état d'esprit et beaucoup de bonne volonté, c'est-à-dire 99% des conflits que vous pouvez rencontrer. Alors, est-ce que cette vidéo vous a plu? J'avoue que j'espère. Et surtout, soyez choupis. Vous commentez, vous likez, vous pouvez partager à vos amis, surtout s'ils sont impliqués dans le monde associatif. Et pensez à vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un épisode supplémentaire. Salut!